merci de nous retrouver pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en direct du Salon de l'Agriculture, en partenariat avec TV Agri sur le village Semence. La question du bien-être animal bouscule la société. On voit aujourd'hui des vidéos, comme celle produite par L214, circuler en boucle sur les réseaux sociaux. Les éleveurs s'inquiètent, les consommateurs se posent des questions. Pour en parler, Gérard Guyot, bonjour. Vous êtes éleveur dans le Doubs. Oui, dans le département du Doubs, voilà. Où ça exactement? Pardon? Où ça exactement? À Vernier-Fontaine, alors c'est entre Besançon et Pontarlier. J'élève des vaches laitières, 32 vaches laitières de race Montbéliarde, et la production du lait sert à fabriquer du comté. Vos animaux, vous les aimez? Bien sûr qu'on les aime, on vit avec. On les aime, nos animaux. Mais il y a une distance. C'est pas la même relation que celle que vous entretenez avec, avec vos enfants, par exemple? C'est pas la même qu'avec ma femme ou mes enfants. Non, non, il y a toujours cette distance, c'est des animaux. Mais on est triste quand ils vont mal, on est content de les voir en bonne santé, puis de les voir dans les champs, manger de l'herbe. Non, non, on vit avec eux tous les jours et on les aime, oui. Vous me disiez tout à l'heure que on se relève, quand on est éleveur, on se relève même la nuit, parfois, bien quand on a un animal malade. Si une vache a un souci, la nuit on dort plus ou moins, donc on va aller voir ce qu'elle fait, on va aller prendre soin d'elle, s'il faut intervenir, on intervient. Non, non, on s'en occupe et on en prend soin, oui. Véronique Pardo. Bonjour. Bonjour, vous êtes anthropologue. Oui. Vous travaillez pour l'OCHA, l'Observatoire du comportement des habitudes alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OCHA et qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos travaux autour justement de l'élevage? D'accord. Alors l'OCHA, c'est l'Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires. CNIEL, c'est l'interprofession laitière. Mais l'OCHA est un observatoire qui fonctionne avec un comité scientifique et tous les grands organismes de recherche connus, CNRS, INRA, etc. Et nous travaillons essentiellement sur deux grands sujets, les pratiques alimentaires, mais également les questionnements des consommateurs. Donc avec le bien-être animal, c'est intéressant parce que c'est un des questionnements contemporains. Et on travaille également sur tout ce qui est l'aspect relation hommes-animaux et tout ce qui se passe aujourd'hui sur ces sujets-là. C'est quoi le but de ce programme? C'est d'orienter l'agriculture française vers tel ou tel mode de consommation? C'est quoi? Non, alors notre but n'est pas d'orienter, mais plutôt de comprendre les changements de la société, de comprendre ce qui s'y passe, de le comprendre avec des chercheurs en sciences sociales, mais en relation également avec tout le monde des professionnels. Et en fait, j'ai l'habitude de dire que l'OCHA, notre rôle, c'est finalement d'être une sorte de passerelle, c'est-à-dire traduire pour le monde de l'élevage tous les travaux de recherche en cours sur des sujets qui les intéressent et traduire pour les chercheurs les préoccupations, les questionnements et les réalités du monde de l'élevage. Parce que ce sont deux mondes qui se voient un petit peu de loin et on essaye de les faire cohabiter, de les faire parler ensemble. Alors parlons du bien-être animal. Vous avez fait une enquête auprès des consommateurs. Quelles sont les grandes tendances qui découlent de cette enquête? D'accord. Alors juste pour situer, on n'a pas fait une enquête sur le bien-être animal. Parce que dit autrement, il y en a plein. Et faire une enquête sur le bien-être animal, c'est le meilleur moyen pour avoir comme réponse « oui, 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 ça nous inquiète beaucoup ». Parce qu'en fait, on dirige les questions. On n'a pas du tout fait ça. On a fait une enquête sur, alors une étude en fait, et pas une enquête ni un sondage, une étude avec le CREDOC et l'Université de Toulouse sous la direction de Jean-Pierre Poulain, qui consiste à travailler sur les inquiétudes des consommateurs. Elles peuvent être réelles, elles peuvent être juste imaginaires, mais peu importe. Ce qui inquiète les consommateurs aujourd'hui, sur tous les produits. Ça allait aussi bien sur les fruits et légumes, les céréales, que les viandes, les produits laitiers, les poissons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quel type d'inquiétude accroche les consommateurs aujourd'hui sur chaque type d'aliment. Et il se trouve que pour les viandes, les produits laitiers et les poissons, c'est le bien-être animal effectivement qui inquiète, qui interroge le plus les consommateurs. Qui inquiète plus que par exemple la qualité des produits ou qui inquiète moins? Alors effectivement c'est étonnant parce que là il y a un basculement, parce qu'on a la chance d'avoir le comparatif en 2010 et entre 2010 et aujourd'hui, en 2010 c'était l'aspect qualité qui les inquiétait le plus et aujourd'hui c'est l'aspect bien-être animal, conditions d'élevage. Mais ce qui est intéressant quand même à voir, c'est que certes ils ont exprimé des inquiétudes, mais que ces inquiétudes, quand on demande de les expliciter, elles sont souvent le fruit, on va dire, de méconnaissance des pratiques, de questionnement, d'influence aussi de tout ce qu'on entend sur ces sujets-là. Et ils sont en demande, et ils sont vraiment en demande d'informations sur l'origine des produits, sur les modes de production, sur la façon de travailler, sur comment un éleveur finalement travaille avec ses animaux. Mais il y a un côté un peu paradoxal dans ce que vous dites, parce qu'on est quand même abreuvé aujourd'hui d'informations sur
la façon dont on élève les animaux, dont on les nourrit, dont on les mène à l'abattoir. Non, selon vous, non, c'est pas le cas? On n'est pas abreuvé d'informations. Il y a des informations qui passent mieux que les autres. Et il faut voir que notre étude, on ne l'a pas fait sur un petit lot de consommateurs très informés. On a fait cette étude sur un échantillon représentatif de la population française. Donc il y a des gens dans le lot très informés, d'autres pas du tout. Il y a des urbains, des ruraux, donc beaucoup de variations. Est-ce que c'est un phénomène urbain? Alors, si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit oui. Il y a 5 ans, c'était une histoire de bobos inquiets du bien-être animal et aujourd'hui, c'est plus le cas? C'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont des questionnements qu'on retrouve de façon assez homogène sur toute la population française, avec bien évidemment plus de questionnements chez les gens, on va dire, effectivement urbains, classe socio-professionnelle élevée, etc. Mais globalement, ces interrogations-là, ces questionnements touchent aussi des ruraux, des gens qui vivent à côté des fermes mais qui ne les connaissent pas forcément. Gérard Guyot, comment est-ce que les éleveurs peuvent répondre à ces inquiétudes des consommateurs? Madame Pardo a parlé de la méconnaissance de notre métier, mais même nous en campagne, il y a des gens qui ne savent pas comment on fonctionne. Et ce qui est important, c'est qu'ils viennent dans nos fermes et qu'on leur explique tout simplement notre métier, la vie des animaux, la vie qu'on mène avec ces animaux. Vous, dans votre village, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas comment est-ce que vous travaillez? Ah mais complètement, hein. Oui. Non mais ça, c'est... Des fois, on ne s'imagine pas. On pense que les gens dans les villages connaissent tout de l'agriculture. Ils connaissent, il y a des gens en ville qui en connaissent plus que certaines personnes dans les villages. Et vous ouvrez votre exploitation, votre ferme au grand public pour qu'ils comprennent un peu la façon dont vous travaillez? Bien sûr. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une ferme qui est juste en bordure de route. Et les gens se promènent souvent le week-end à pied. Et quand ils passent devant les tables, quand on est en train de faire la traite, je leur dis, entrez, on va vous expliquer. Vous irez avec Nicole, mon épouse, donner à boire aux veaux. Vous allez partager un petit peu de notre travail, voir comment on fonctionne. Et on va vous expliquer. On va vous expliquer qu'on va récolter de l'herbe l'été, qu'on va la sécher pour faire du foin, pour alimenter nos animaux l'hiver, qu'on va acheter des céréales pour équilibrer l'alimentation, qu'on va faire en sorte qu'elles soient en bonne santé et que tout se passe bien et qu'elles vivent dans les meilleures conditions possibles. Vous élevez 30 vaches montbéliardes. Comment est-ce que, lorsque vous entendez ce que vous dit Madame Pardo, comment est-ce que vous appréhendez cette question du bien-être animal, vous? Est-ce que vous vous sentez un peu visé, critiqué? Comment est-ce que vous abordez cette question? Ça nous interpelle, c'est sûr, parce que c'est des questions que les consommateurs se posent. Et nous, on doit être en matière de leur répondre, on doit leur apporter des réponses par rapport à ça. Et c'est en ouvrant nos portes, en leur expliquant ce qu'on fait, venez voir comment on fait, venez voir comment on travaille, venez voir la relation qu'on a avec les animaux au quotidien. C'est comme ça que les gens comprennent. Les gens comprennent très bien. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est de temps en temps dans un débat un peu caricatural, fait de coups médiatiques, de vidéos un peu Après, il y a une partie de la population qu'il ne faut pas essayer de convaincre, parce que ceux-là, on ne va pas arriver à les convaincre. Il faut qu'on reste avec les gens qui ont envie de partager avec nous, qui ont envie de communiquer avec nous, qui ont envie de savoir ce qu'on fait, puis qui ont envie de nous faire vivre, parce que c'est les consommateurs qui nous font vivre. Si on n'a pas les consommateurs autour de nous, on ne va pas vivre de notre métier. Véronique Pardo, en 2015, il y a eu une petite révolution législative, puisque désormais, l'animal est considéré comme un être sensible. Ce n'est plus seulement... Avant, c'était un bien meuble dans le Code civil. Qu'est-ce que cette modification législative dit de notre relation aux animaux? Elle dit 2 choses. Elle dit déjà que le monde rural est très mal connu, parce que cette disposition-là existait déjà dans le code rural. Donc ce n'est pas une innovation, ce n'est pas une nouveauté, c'est juste une mise à plat des codes, une uniformisation. D'ailleurs, c'est comme ça, enfin c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la modernisation des codes, c'est-à-dire mettre tous les codes au même plan, que cette réforme est passée. Ensuite, ce qu'elle dit surtout, c'est que il y a effectivement des interrogations aujourd'hui dans la société et des groupes, parfois minoritaires, qui sont très entendus. Par contre, je voudrais revenir sur ce que disait M. Guyot, et c'est intéressant, parce que dans une autre étude, qui n'était pas une étude, mais qui est plutôt un baromètre sur l'image des éleveurs qui se fait dans les filières, ce qu'on trouve intéressant, c'est de voir que les éleveurs, je dis bien les éleveurs, ont une très très bonne image en France, même si celle-ci, du fait de tout ce qu'on dit là, a tendance un petit peu à s'éroder, mais on est à une image exceptionnellement bonne pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont persuadés que c'est eux, et ils ont raison, qui leur fournira le plus d'explications et le plus de concret dans leur explication sur les relations avec les animaux. Donc c'est pour juste conforter ce que vous disiez tout à l'heure. Quant à la modification du Code civil, elle est intéressante parce qu'il ne faut pas l'ignorer.
elle a été portée par un ensemble d'associations, par en fait finalement tout un corpus d'associations très différentes, hein, entre des associations de protection animale, des associations plus antispécistes, des associations même anti-élevage, qui eux ne sont pas du tout dans le bien-être animal. Antispécistes, vous pouvez préciser? Oui, alors on va faire simple, même si je vais sans doute être très simplificatrice en faisant simple. Antispéciste, c'est un mouvement qui veut abolir la différence des espèces, c'est-à-dire qui veut abolir l'idée que l'homme est une espèce à part parmi les autres espèces animales. Voilà ce que c'est qu'un antispéciste. Et vous, en tant qu'anthropologue, quelle est votre analyse? D'accord. Alors, je suis contente déjà que vous ne me demandiez pas mon avis, parce qu'en tant qu'anthropologue, justement, je ne vais pas exprimer un avis. En tant qu'analyse, en fait, c'est extrêmement, on va dire que ce mouvement-là est extrêmement marginal, mais très très entendu aujourd'hui, très audible, et qu'il ne faut pas confondre les débats. Pourquoi il est très audible? Juste une question, pourquoi il est très audible plus que les autres? Très médiatisé, porté par des personnalités charismatiques et médiatisées, par des associations qui, certes, ont sans doute mis en avant des actes absolument répréhensibles, mais qui ne sont pas, qui ne représentent pas la majorité dans les élevages ou dans les abattoirs, qui sont des cas de maltraitance que les filières ont condamnés d'ailleurs, que les professionnels condamnent, mais qui sont des actes et qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux. Et surtout, on va dire que c'est un aspect de la question animale très très relayé dans les médias. Mais je veux revenir juste un point. Notre débat est sur le bien-être animal. Et les associations dont vous me parlez là, c'est-à-dire plutôt antispécistes et plutôt anti-élevage, ne sont pas sur la question du bien-être animal. Ils sont sur la question de la libération animale, ce qui est très différent. Aller libérer une vache dans le Doubs en janvier, vous n'êtes pas pour son bien-être animal. Parce que la vache, une vache laitière en janvier dans le Doubs, elle ne survit pas. Donc en fait, il faut vraiment séparer les deux. C'est deux choses différentes. Si on parle de bien-être animal, on parle d'amélioration des pratiques, on parle de connaissance des pratiques, on parle de progrès ininterrompu sur la lutte contre les douleurs en élevage, on parle d'amélioration encore de ce lien, de cet œil de l'éleveur, du lien entre l'homme et l'animal, mais on ne parle pas de libération animale. Mais est-ce qu'on parle du statut de l'animal? Le statut, c'est une question qui s'est greffée dessus, mais je pense, enfin je ne sais pas, que ça n'a absolument rien changé dans la façon dont les éleveurs avaient de s'occuper de leurs animaux. Enfin, je pense que ça n'a pas changé grand-chose pour vous. Mais non. En termes de pratique, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner qui montrent que effectivement l'éleveur a bien pris en compte cette notion, même si elle est assez vague, du bien-être animal? Vous-même, vous avez changé un certain nombre de pratiques dans votre élevage? On a changé, non, le bien-être animal, historiquement, on a toujours tenu compte de ça. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour non, vous? pour nous, c'est quelque chose de naturel. On vit avec du vivant. Donc, avec nos animaux, on en a toujours pris soin. Un petit veau est malade, et on s'en occupe. Une vache est malade, on s'en occupe. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand elles sont heureuses, on est heureux avec elles. Quand elles sont tristes, on est triste avec elles. Et après, même nous, après, en tant qu'éleveurs, on essaie aussi de s'améliorer. La semaine dernière, j'ai fait commencé une formation en ostéopathie animale pour justement apporter des fois un peu plus de confort à des animaux, suivant leur position, Et c'est des choses qu'on travaille aussi en formation d'éleveurs. On a des formations qui s'appellent éleveurs infirmiers, quelque part, pour améliorer aussi le quotidien de nos vaches, apprendre à vivre encore mieux avec elles, puis à leur apporter un peu plus de confort, et toujours améliorer leurs conditions de vie. Véronique Pardo, est-ce que les actions coup de poing de ces défenseurs de la cause animale n'ont pas permis aussi de faire avancer un certain nombre de questions qui étaient mises de côté? Alors je pense par exemple dans la filière avicole, le broyage des poussins mâles, les vaches gestantes à l'abattoir. Est-ce qu'il n'y a pas un côté positif aussi? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les actions que vous appelez actions coup de poing, ou disons les vidéos qui ont largement circulé, ont mis l'accent sur des pratiques qui posent réellement des questions d'ordre éthique, d'ordre pratique, etc. aujourd'hui. Donc oui, en ce sens-là, oui. Par contre, l'aspect extrêmement négatif, c'est que le consommateur, pas forcément averti des pratiques d'élevage, y a vu là comme une vidéo des pratiques généralisées dans l'élevage. Et c'est l'aspect extrêmement négatif de ces actions coup de poing qui n'ont pas été assorties d'une pédagogie. Et il faut voir que, et je crois que c'est quand même important de le dire,
parce que la question du bien-être animal m'intéresse beaucoup et je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Ces actions coup de poing ont été intéressantes parce qu'elles ont mis en avant des actes de maltraitance qui d'ailleurs ont fait l'unanimité dans les filières pour être condamnés. Mais par contre, elles ne sont pas là pour faire avancer la question du bien-être animal. Parce que ces associations dont vous parlez, en gros vous parlez de L214, de 269 Life, etc. Ces associations, leur objectif est un objectif d'abolition de l'élevage. Et leur projet n'est pas du tout dans l'amélioration des pratiques. Leur projet est de sortir et de supprimer l'élevage et de supprimer les nourritures d'origine animale. Dit autrement, que ce soit les fromages, miel, vos chaussures, ah non pas vos chaussures, mais les vôtres, enfin vos chaussures, etc. Tout, c'est-à-dire tous les produits venant quelque part des animaux. Donc on est complètement dans un projet de société. On est dans des associations qui ont finalement une idéologie qui est tout à fait pour elles légitime et que je ne condamne pas, mais on n'est pas du tout dans une quête de bien-être animal. On est dans un autre sujet, je pense. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là des carnivores? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas compris, excusez-moi, il y a énormément de bruit. Qu'est-ce qu'on fait des carnivores? C'est-à-dire? Puisque si l'homme est un animal comme les autres, et que est-ce qu'un lion, par exemple, peut continuer encore à chasser? Alors, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas une spécialiste du lion. Par contre, ce que je sais, c'est que dans les milieux véganes, il existe des croquettes pour chiens ou pour chats végétaliennes, c'est-à-dire sans viande ou sans produits animaux. Ça peut être un début de réponse. Il faut savoir aussi que sur l'aspect sauvage, sur l'aspect de la vie sauvage, je ne connais pas bien leur positionnement, mais sur l'aspect des animaux domestiques, et notamment des animaux de compagnie, l'étape ultime du souhait de ces associations, c'est de ne plus avoir d'animaux de compagnie parce qu'ils y voient une forme d'aliénation pour les animaux. Donc la question ne se pose même pas de nourrir ces animaux-là. Créer ou recréer une relation de confiance avec le consommateur, vous croyez que ça va partir justement des élevages, comme vous le disiez tout à l'heure? Bien entendu, parce qu'on est les plus à même de parler du bien-être animal. Il y a des gens qui prennent des positions sur le bien-être animal, ils ne connaissent pas nos conditions d'élevage, ils ne connaissent pas nos élevages, ils ne savent pas comment on travaille. Qui viennent chez nous, qui nous rencontrent, et puis on va leur expliquer ce qu'on fait. Il faut repartir de la base, et la base, on est là aussi. Moi, je suis là au Salon de l'Agriculture pour expliquer aux visiteurs la façon dont je travaille et la façon dont les éleveurs sont élevés sur mon exploitation. Il y a un certain nombre d'associations qui utilisent des méthodes de communication assez efficaces, on en a parlé. Est-ce que dans le monde de l'élevage, est-ce que les éleveurs, les fédérations, les syndicats, vous pensez à une riposte, j'allais dire? Est-ce que vous avez une politique de riposte en termes de communication et vous-même faire des coups, parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, notamment auprès du grand public? Parce qu'on a l'impression, effectivement, on parlait d'L214 ou d'autres associations, qu'en face, il n'y a pas de riposte. Il n'y a pas de riposte parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça dans les années avant, voilà, parce que c'est des sujets, bon, qu'on savait que ça va arriver, on pensait qu'il y avait, oui, des gens, mais une telle ampleur, non, on ne pensait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut des vidéos, il faut qu'on explique exactement ce qu'on fait. Il y a eu des vidéos qui ont été faites par Interbev sur l'abattage, où on explique exactement comment se passe un abattage, et voilà, et avec la viande au bout, et comment ça se passe dans une chaîne alimentaire. Et c'est des vidéos qu'il faut diffuser, oui. Un mot de conclusion peut-être avec vous, oui, Véronique Pardo. Je crois qu'il n'y a pas, quand vous dites qu'il n'y a pas de riposte, parce que les éleveurs, et tant mieux, ne sont pas dans une posture de guerre et de réponse coup par coup. Ils sont plutôt dans l'idée de dire, écoutez, progressivement, venez, on va ouvrir nos fermes, venez voir ce qu'on fait. Ensuite, il y a pas mal de vidéos d'éleveurs qui postent sur les réseaux sociaux, etc., ce qu'ils font. Il est compliqué aussi de répondre individuellement. Alors, il faudrait parler de riposte filière à ce moment-là, mais pour les éleveurs, il est compliqué aussi de s'organiser aussi bien que ces associations qui ont maintenant un réseau extrêmement complexe et extrêmement développé avec beaucoup de répondants, notamment sur les réseaux sociaux. Et sachant que la première mission d'un éleveur, c'est d'élever, ben voilà, et pas de faire des vidéos. Tout à fait, et de nourrir aussi la population. Et de nourrir, merci. Merci. Merci.